Épicure disait que certaines choses ne sont pas naturellement bonnes ou mauvaises, mais que ce sont nos jugements et opinions qui les définissent ainsi. Le stoïcisme est un mode de vie qui nous aide à identifier les personnes dignes de confiance et de respect tout au long de nos relations et rencontres. Aujourd'hui, nous examinerons des exemples intrigants de personnes qui, selon le stoïcisme, peuvent ne pas mériter notre confiance ni notre respect. La pensée stoïcienne suggère que nous devrions seulement faire confiance et respecter les personnes lorsque cela est nécessaire, car la vertu est plus importante que tout. Alors, à qui devrions-nous faire attention? Des fantômes des mensonges aux échos silencieux de la flatterie, rejoignez-nous pour discuter de 9 types de personnes qui compliquent la confiance et le respect envers autrui. Avant de commencer, demandons-nous comment ces personnes affectent votre confiance et votre respect pour les autres, et comment le stoïcisme nous aide à réagir avec sagesse et calme. Car ce n'est pas dans la condamnation que nous trouvons du réconfort, mais dans la compréhension et l'aperçu qui nous guide. Si vous êtes prêt à entreprendre ce voyage important, chaque lutte est une opportunité d'apprendre et de grandir, et chaque rencontre est une chance d'apprendre à vivre une bonne vie. Commentez pour montrer que vous êtes prêt à en savoir plus sur les enseignements intemporels du stoïcisme. Travaillons à acquérir la sagesse et la force de savoir quand quelqu'un ne mérite pas notre confiance, ni notre respect, et à développer en nous les qualités qui nous rendent dignes de ces derniers. Numéro 1, le commère. Dans la toile des interactions humaines, la confiance et le respect sont les fils les plus importants. Cependant, certaines personnes se coupent de la vertu d'intégrité par leur comportement. Par exemple, Clara était connue pour aimer colporter des ragots. Ce qui a commencé comme des murmures inoffensifs partagés en privé s'est rapidement transformé en un réseau de méfiance et de manque de respect parmi ses amis. Clara, qui avait été une confidente de confiance, se retrouva seule, ses paroles n'étant plus dignes de confiance. Le stoïcisme nous enseigne que nos mots devraient refléter le type de personne que nous sommes, et les ragots vont à l'encontre des valeurs stoïques d'honnêteté et de respect des autres. Ils détruisent la société, amenant les gens à se détester les uns les autres et à propager des mensonges. Les personnes qui colportent des ragots manquent de maîtrise de soi et ne se soucient pas de la dignité d'autrui, ce qui va à l'encontre des principes stoïques. Épicure, un philosophe stoïcien, a dit que nous devrions nous soucier davantage de notre caractère que de notre réputation. Car notre caractère est ce que nous sommes réellement, tandis que notre réputation n'est que ce que les autres pensent de nous. Il voulait dire que les ragots nuisent à la fois à notre caractère et à notre réputation. Donc nous devrions assumer le rôle du commère pour communiquer avec sincérité et respect. Nous devons faire attention à nos mots et nous assurer qu'ils ne sont pas utilisés pour rabaisser les autres ou provoquer des désaccords. Au lieu de cela, ils devraient être utilisés pour encourager et rassembler les gens. En faisant cela, nous nous alignons sur l'idéal stoïcien de vivre en harmonie avec notre véritable nature et de construire des relations basées sur la confiance et le respect. Que cette histoire de Clara serve de rappel de combien les ragots sont nocifs et combien il est important de nourrir des relations dans le monde du stoïcisme. La manière dont nous disons les choses est aussi importante que ce que nous disons lorsque nous voulons vivre une bonne vie. Les gens pensent souvent que les ragots ne sont que des bavardages sans importance, mais ils ont un grand impact sur les relations et les interactions sociales. Le personnage principal de cette histoire, le commère, représente la façon dont les histoires et les rumeurs se répandent à travers les communautés. En apprenant la psychologie et les effets des ragots, nous pouvons voir à quel point leur rôle est compliqué dans la façon dont les gens se connectent les uns aux autres. La monnaie sociale. Les rumeurs sont une forme de monnaie sociale que les gens utilisent pour se faire des amis, monter dans les groupes sociaux et montrer leur pouvoir. Le commère utilise cette monnaie pour gagner de l'argent en utilisant ses connaissances pour changer les opinions et les relations des gens. Pourquoi les gens colportent des ragots? Les gens aiment naturellement parler des autres parce qu'ils sont curieux, ils veulent se faire des amis et ils veulent s'améliorer. Le commère tire parti de ses pulsions en répandant des histoires pour atteindre ses propres objectifs ou répondre à ses besoins émotionnels. Les changements dans les relations, les ragots peuvent rapprocher les gens en les encourageant à partager des connaissances, mais lorsqu'ils sont utilisés intentionnellement,
ou de manière irresponsable par le commère, ils peuvent également briser la confiance et les relations. Les dynamiques culturelles et organisationnelles. Les ragots sont courants dans de nombreux endroits comme les écoles, les lieux de travail et les quartiers. Ils montrent comment fonctionnent les normes culturelles et les systèmes de pouvoir. Le commère sait comment travailler avec ces processus et change les opinions et les ordres sociaux en répandant soigneusement des informations. Bien que les ragots puissent sembler inoffensifs ou amusants, ils peuvent avoir des effets graves qui peuvent nuire à la réputation des gens, causer des disputes et causer des douleurs mentales pour ceux qui sont la cible de rumeurs. Connaître les effets moraux de la parole est important pour réduire ces mauvais effets et construire une culture de confiance et de respect. Nous pouvons en apprendre davantage sur le comportement des gens et l'importance d'une communication saine pour les communautés et les relations en examinant la partie du commère et comment fonctionnent les ragots dans la société. Numéro 2, la personne égoïste. Êtes-vous souvent la cible de la colère excessive ou de l'orgueil de quelqu'un? Si oui, vous vous sentez probablement lésé et manqué de respect à chaque fois que cela se produit. Au cœur de ces situations se trouve probablement un narcissique, quelqu'un qui est trop concentré sur lui-même, son orgueil et ses propres besoins, souvent au détriment des autres. Nous voyons le narcissisme comme bien plus que de l'amour-propre. C'est un sentiment exagéré de sa propre valeur et un désir d'être toujours au centre de l'attention. Le narcissique veut être admiré et se fiche des autres, ce qui peut causer la rupture de la confiance et du respect. Pensez à l'histoire de Daman. Les tendances narcissiques de Damian ont lentement érodé la confiance entre lui et ses amis. Daman voulait toujours être la star et reconnaissait rarement le travail ou les sentiments des autres. Il avait besoin d'être validé tout le temps et ne pouvait pas célébrer les succès des autres, ce qui l'a rendu solitaire. Avec le temps, ses collègues et amis ont cessé de traîner avec lui, parce qu'il voulait des relations basées sur le respect mutuel et l'empathie, que Damian ne pouvait pas fournir. Le stoïcisme, enseigné par des philosophes comme Marcus Aurelius, nous apprend que la véritable valeur de soi vient de vivre une bonne vie. Marcus Aurelius lui-même a dit aux gens de ne pas se vanter, mettant l'accent sur une vie humble et serviable. Dans le domaine du stoïcisme, les narcissiques ne méritent ni confiance ni respect, car ils agissent de manière contraire aux vertus de la communauté et du bien général. Le stoïcisme nous dit de construire des relations avec des personnes qui montrent du respect, de l'empathie et de l'humilité. Ces qualités construisent la confiance et le respect authentique. Même si nous pouvons rencontrer des personnes narcissiques en cours de route, le stoïcisme nous dit d'être intelligents dans nos relations et de choisir celles qui nous élèvent, plutôt que de nous rabaisser et de partager notre vie au lieu de la dominer. En faisant cela, nous nous alignons sur la quête stoïcienne d'une vie paisible et bonne. Numéro 3. L'envieux. Il y a des gens dans le grand théâtre de la vie qui, au lieu de célébrer le succès des autres, les regardent avec envie. Pour repérer une personne envieuse, observez comment elle réagit au succès de ses pairs. Leur visage s'illumine-t-il de joie ou s'assombrit-il de mécontentement? Les gens qui sont jaloux ne veulent pas seulement ce que les autres ont, ils tiennent également rancune à ceux qui l'ont. Pensez à l'histoire de Marcus, un artisan qualifié dont la collègue Julia a été louée pour son excellent travail. Au lieu de partager la joie de Julia, Marcus était rempli d'envie et dénigrait les réalisations de Julia, ce qui rendait leur père malheureux. Les actions de Marcus, motivées par la jalousie, l'ont non seulement isolé, mais ont également causé des conflits dans leur communauté. Les philosophes stoïciens, qui avaient une compréhension profonde du comportement humain, nous ont avertis de la nocivité de l'envie. L'un des orateurs les plus respectés du stoïcisme l'a si bien dit. Si vous êtes jaloux, cela peut ronger votre âme, vous faisant vous soucier davantage du succès des autres que du vôtre. Cela peut vous rendre moins heureux et plus concentré sur vos propres vertus. Ainsi, l'envie ne ruine pas seulement nos relations, elle détruit également notre caractère, nous rendant mesquins et égoïstes. Elle nous empêche de voir notre propre potentiel et nous lie au succès et aux erreurs des autres. Quelqu'un qui est jaloux ne mérite donc ni notre confiance ni notre respect, car ses actions ne sont pas basées sur la vertu, mais sur un désir destructeur qui détruit l'harmonie et le soutien mutuel nécessaires à une communauté prospère. En conclusion,
Essayons d'être des personnes qui célèbrent le succès des autres et le voient comme une source d'inspiration, plutôt qu'une raison d'envie. En faisant cela, nous nous alignons sur les principes stoïciens et construisons une communauté de personnes qui se soutiennent mutuellement. Avez-vous déjà été entouré de quelqu'un qui était jaloux? Que avez-vous fait pour les empêcher de nuire à votre vie? Dites-le nous dans les commentaires. L'envie est un sentiment compliqué qui survient lorsque nous voyons d'autres personnes avec quelque chose que nous voulons, mais que nous n'avons pas. Cela peut aller d'une légère jalousie à une colère extrême et peut avoir de grands effets sur nos relations et notre santé mentale. Comprendre ce qu'est l'envie et comment elle fonctionne est important pour bien s'entendre avec les autres et grandir en tant que personne. 5 choses que vous devriez savoir sur les envieux. Définition et signes. L'envie est une émotion désagréable qui vient du désir de quelque chose que quelqu'un d'autre a accompli ou possède de bon. Elle se manifeste généralement par des comparaisons avec les autres, ce qui rend une personne inadéquate ou inférieure. Cause et déclencheur. L'envie peut être causée par de nombreuses choses, telles que se comparer aux autres, penser qu'il y a quelque chose qui ne va pas ou avoir une faible estime de soi. L'envie peut survenir lorsque nous voyons quelqu'un réussir là où nous avons échoué ou profiter de quelque chose que nous n'avons pas. Effet sur l'esprit. Être envieux peut être mauvais pour votre santé mentale, causant plus de stress, d'inquiétude et même de dépression. Se comparer constamment aux autres et se sentir mal dans sa peau peut nuire à votre confiance et vous empêcher de grandir en tant que personne. Dynamique sociale. L'envie peut ruiner les relations en rendant les gens en colère et hostiles envers les autres. Cela peut rendre les gens plus compétitifs et rendre plus difficile la confiance et la collaboration entre amis, famille et collègues de travail. Stratégie d'adaptation. La première étape pour bien gérer l'envie est de reconnaître et d'accepter que vous la ressentez. Les sentiments d'envie peuvent être atténués en étant reconnaissants pour ce que nous avons, en nous concentrant sur nos propres objectifs et réussites, et en faisant preuve d'empathie pour les autres. Avoir confiance en soi et une bonne vision de soi-même sont également importants pour surmonter l'envie et améliorer les relations. Encourager l'empathie, la gentillesse et la croissance personnelle est important pour comprendre ce qu'est l'envie et comment elle fonctionne. Nous pouvons vivre une vie plus heureuse et plus épanouissante si nous reconnaissons et gérons nos propres sentiments d'envie. Numéro 4, le critique perpétuel. Rencontrer des mentors qui nous aident à grandir et à être de bonnes personnes est une bénédiction dans la vie. Ces personnes, avec leurs critiques utiles, pavent la voie pour que nous devenions de meilleures personnes. Mais il est important de faire la différence entre de vrais conseils et le bruit des critiques constantes. Toutes les personnes qui critiquent ne sont pas des enseignants. Certaines sont juste des critiques qui n'offrent pas grand-chose en termes de solutions. Peut-être connaissez-vous quelqu'un qui est rapide à trouver des défauts, mais lent à donner de l'aide. Cette personne est le critique perpétuel. Si quelqu'un critique toujours les autres sans réfléchir à la façon dont ses mots pourraient affecter les autres, il est probable qu'il dise des choses blessantes qui ne sont pas censées l'être. Le philosophe stoïcien Épicure dit que la critique peut être vue à travers le prisme du stoïcisme, qui est basé sur la croissance personnelle et la résilience. Ne pas expliquer votre théorie, vivez-la. Ce message nous dit de prêter moins attention aux voix des critiques constants à l'extérieur de nous et plus à notre propre boussole interne de moralité et de raison. Un critique qui cherche des défauts tout le temps sans essayer d'améliorer les choses ne correspond pas aux valeurs stoïciennes. Si nous laissons les mots de ces personnes s'ancrer dans nos esprits, ils peuvent non seulement nous empêcher de grandir, mais ils peuvent également détruire notre sentiment de paix et de valeur personnelle. Cela signifie que, alors que la critique constructive peut nous aider à grandir, la critique constante manque souvent de la substance qui mène à l'amélioration. Il est très important de comprendre cette différence, d'accepter les critiques qui vous poussent à être bon et à faire de votre mieux, et d'apprendre à laisser les critiques négatives tomber comme les feuilles des arbres, vous laissant indemne. Cherchons des leaders qui sont sincères et ont un but, et souvenons-nous que le respect et la confiance sont gagnés en étant constructifs, pas destructeurs. En vivant selon les principes stoïciens, nous nous protégeons non seulement des critiques inutiles du critique perpétuel,
mais nous prenons également un engagement marqué par la croissance, la résilience et la vertu. Numéro 5. L'individu manipulateur. Alex vivait dans un quartier bruyant. Alex attirait initialement beaucoup d'attention avec son charisme et son charme. Cependant, Alex était également très manipulateur et essayait souvent d'obtenir ce qu'il voulait dans les conversations et les situations aux dépens des autres. Avec le temps, Alex devenait de plus en plus manipulateur. Il répandait de fausses rumeurs pour influencer une décision de groupe ou feignait la détresse pour obtenir de la sympathie et éviter de prendre ses responsabilités. Peu à peu, les gens de la communauté qui étaient autrefois honnêtes et confiants ont commencé à voir les tendances. Les actes d'Alex correspondaient rarement à ce qu'il disait, et les choses semblaient toujours être arrangées pour l'aider. Alex a perdu des amis et du respect à mesure que la confiance s'estompait. Les invitations se raréfiaient, les conversations devenaient superficielles et l'impact d'Alex diminuait. À la fin, Alex se retrouvait seul, un contraste frappant avec la vie sociale animée qu'il avait autrefois. Alex est un membre normal de ce groupe de personnes dans la tapisserie des interactions humaines. Nous nous trouvons souvent à un carrefour, distinguant les mots qui persuadent de ceux qui manipulent. Cette distinction est cruciale, car alors que la persuasion vise à éclairer et à favoriser la compréhension, la manipulation cherche à tromper pour un gain personnel, n'offrant aucune valeur réelle, et érodant le socle de confiance et de respect sur lequel les relations authentiques sont construites. Le comportement manipulateur est fondamentalement en désaccord avec les principes stoïciens qui valorisent la vertu, l'honnêteté et l'intégrité avant tout. Le stoïcisme nous enseigne que nos actions et nos paroles devraient être alignées sur ces vertus fondamentales, favorisant la confiance et le respect dans nos relations. Lorsque la manipulation entre en jeu, elle érode ces fondations, entraînant une perte de confiance et, en fin de compte, de respect. Alors, comment nous, guidés par le stoïcisme, reconnaissons-nous et nous protégeons-nous contre l'individu manipulateur? Tout d'abord, nous devons cultiver le discernement, une vertu stoïcienne qui nous permet de voir au-delà des apparences superficielles et d'évaluer les véritables intentions derrière les mots et les actions. Nous devons nous demander, ces mots ou actions servent-ils un bien mutuel ou sont-ils conçus pour bénéficier à une partie au détriment d'une autre? La manipulation a causé cette isolation, pas la communauté, la dureté. C'était un rappel poignant de la croyance stoïcienne selon laquelle nos actions et nos choix nous définissent, et dans la poursuite de la vertu, il n'y a pas de place pour la tromperie ou la manipulation. Il y a des gens qui savent manipuler les autres dans chaque groupe social. Il est très important de comprendre les stratégies et les raisons derrière les personnes manipulatrices, qu'elles soient dans des interactions personnelles, sur le lieu de travail, ou même dans la société dans son ensemble. Nous pouvons nous protéger et protéger les autres de ces mauvaises habitudes si nous pouvons les repérer. Voici 5 choses importantes que vous devriez savoir sur les personnes qui sont manipulatrices. Identifier les personnes qui sont manipulatrices cache souvent leurs véritables objectifs derrière l'agression, le charme ou même la flatterie. À première vue, elles peuvent sembler gentilles et amicales, mais ce qu'elles font n'est que pour elles-mêmes. Pour éviter d'être manipulé, vous devez apprendre à lire le langage corporel des gens et remarquer les tendances dans leur comportement. Les techniques pour obtenir ce qu'ils veulent. Les manipulateurs utilisent de nombreuses techniques, telles que mentir, faire culpabiliser les gens, gaslighting et jouer sur les émotions des gens. Ils profitent des défauts et des points faibles de leur cible pour prendre le contrôle d'une situation ou obtenir un avantage. Connaître ces stratégies peut nous aider à rester indépendants et à combattre leur impact. Raison. Il existe un réseau compliqué de raisons derrière l'acte de manipulation. Certaines de ces raisons sont le besoin de pouvoir, de contrôle, d'approbation ou d'argent. Certaines personnes agissent de manière manipulatrice parce qu'elles sont profondément insécurisées ou ont vécu de la douleur dans le passé. En connaissant les véritables intentions de la personne, nous pouvons nous rapporter à elle et nous protéger de leurs actions nuisibles. Effet, la manipulation peut avoir des effets très mauvais, y compris des relations ruinées, une faible estime de soi et même un préjudice mental. Les personnes qui sont manipulatrices
laisse souvent un gâchis de chaos et de confusion derrière elle, ce qui nuit à la confiance et détruit les liens sociaux. Réalisez combien l'influence nuisible est la première chose qui doit être faite pour l'arrêter. Stratégie de défense. Nous pouvons élaborer de bonnes défenses contre la manipulation si nous savons ce que nous faisons et en sommes conscients. Fixer des limites, devenir plus audacieux et améliorer notre capacité à penser de manière critique sont toutes des compétences importantes que nous devons avoir. Nous protéger des manipulateurs peut également se faire en nous entourant de personnes utiles et fiables. En apprenant ce qu'est la manipulation et comment elle affecte les gens et la société, nous pouvons travailler à rendre la société meilleure et plus stable. En savoir plus sur le monde est le meilleur moyen de nous protéger. Numéro 6, le flatteur. Lorsque les gens interagissent les uns avec les autres, l'honnêteté est une partie clé de la construction de la confiance et du respect. Cependant, il y a un personnage chez nous appelé le flatteur dont la fausseté détruit cette base même. Thomas était connu pour flatter les gens excessivement. Ses mots étaient doux, mais ne portaient pas le poids de la sincérité. Avec le temps, ses amis ont commencé à douter de la sincérité de ses éloges, ce qui a conduit à une perte de confiance et de respect. Ces relations, qui étaient autrefois profondes, sont devenues superficielles parce qu'il aimait flatter les gens plus que dire la vérité. Pourquoi les gens qui flattent les autres sont-ils vus avec scepticisme et méfiance? Le stoïcisme nous enseigne que les relations honnêtes sont basées sur le respect et l'honnêteté. La flatterie, surtout lorsqu'elle est excessive et non méritée, est une forme de tromperie. C'est un outil utilisé non pas pour encourager mais pour contrôler. Ce n'est pas destiné à montrer une véritable appréciation, mais à obtenir des faveurs. Ce type de comportement va à l'encontre des valeurs stoïciennes, qui soulignent combien il est important d'être honnête et de traiter les autres avec respect. Quelque chose que Sénèque, un philosophe stoïcien, a conseillé sur les dangers de la flatterie, disant qu'elle tire parti de nos faiblesses. Les gens qui flattent les autres le font parce qu'ils veulent obtenir ce qu'ils veulent en le faisant. Ainsi, ils montrent un manque de maîtrise de soi et un mépris pour la vertu stoïcienne d'authenticité. À cause de cela, nous devrions nous méfier des gens qui utilisent la flatterie comme un outil d'intérêt personnel et essayer de construire des relations basées sur l'honnêteté et la sincérité. Nous devrions également résister à l'envie d'être le flatteur, sachant que le véritable respect et l'admiration viennent d'être authentiques. Le flatteur est une idée qui fait partie de l'interaction humaine depuis très longtemps et dans de nombreux pays différents. Avec ses mots doux et ses gestes, cette forme subtile de manipulation semble souvent inoffensive, mais cache des intentions cachées sous la surface. Il est important de comprendre comment fonctionne la flatterie afin que vous puissiez vous entendre avec les autres, éviter d'être trompé et faire la différence entre de véritables éloges et une influence sournoise. L'illusion de l'affection. La flatterie ressemble souvent à un véritable amour ou respect, créant une fausse impression de chaleur et d'appréciation, mais elle provient du désir d'obtenir des faveurs, du pouvoir ou un avantage sur les autres, ce qui est égoïste. Manipulation par le caressage de l'ego. Un flatteur habile tire parti des faiblesses et des peurs de l'autre personne pour obtenir ce qu'il veut ou la garder loyale. Ils font en sorte que leurs cibles se sentent comme si elles leur devaient quelque chose en renforçant leurs égos et en caressant leurs images de soi fragiles. Alimentation du narcissisme. Les compliments agréables nourrissent l'ego narcissique et font croire à celui-ci qu'il est meilleur que les autres. Le flatteur piège l'ego dans un réseau de flatterie en lui donnant des compliments et des éloges intelligents. Cela maintient le cycle de dépendance et de manipulation. À la surface, les flatteurs sont charmants, mais ils cachent en réalité un réseau de mensonges. Ils ont des objectifs cachés et des agendas cachés, qu'ils veulent obtenir quelque chose pour eux-mêmes, gagner du pouvoir ou se sentir bien dans leur peau. Leurs commentaires et actions sont soigneusement planifiés pour les aider à atteindre leurs objectifs. Être conscient et sceptique. Parce que les gens cachent souvent leur vérité derrière la flatterie, il est très important de développer la conscience et le doute. Vous pouvez rester clair et fort face à la flatterie si vous questionnez les motifs, faites la différence entre des éloges authentiques et une manipulation calculée, et faites confiance à votre instinct.
Le jeu du flatteur montre à quel point les relations humaines peuvent être à double tranchant, avec les lignes entre l'honnêteté et la tromperie, l'amour et l'abus étant floues. Vous pouvez vous protéger de son attraction trompeuse et construire de véritables relations basées sur la confiance et le respect mutuel, en comprenant comment cela fonctionne et en comprenant ses nombreuses couches. Numéro 7. Celui qui a été blessé dans la grande histoire de nos vies, il y a des gens qui jouent toujours la victime. Ces personnes s'enveloppent souvent dans un manteau de malheur, non pas comme un véritable appel à l'aide, mais comme un moyen d'obtenir de la sympathie et d'éviter de prendre leurs responsabilités. Ils traversent la vie non pas comme des auteurs de leur propre destin, mais comme des victimes perpétuelles des circonstances, profitant souvent de la sympathie des autres. Prenez le cas d'Émilie comme exemple. Les amis d'Émilie, qui au départ avaient de la peine pour elle, ont lentement pris conscience de ce schéma, ce qui les a fait perdre confiance et respect pour elle. Ils ont réalisé que la victimisation constante d'Émilie n'était pas une situation, mais un choix, un refus de faire face aux problèmes de la vie avec indépendance et responsabilité. Épictète, un philosophe stoïcien, a dit que ce n'est pas ce qui vous arrive qui compte, mais comment vous réagissez. Cela nous montre à quel point il est important d'être fort et en contrôle lorsque la vie devient difficile. Cette sage parole soutient l'idée stoïcienne selon laquelle nous pouvons contrôler notre caractère et notre réaction, même lorsque nous ne pouvons pas changer le monde extérieur. Cela signifie que la personne qui vit dans la victimisation et utilise la gentillesse des autres pour éviter ou gagner quelque chose n'est pas honnête avec elle-même, pas du tout comme l'homme sévère. Certaines des vertus de courage, de connaissance et de justice sont des comportements qui non seulement nuisent à la croissance personnelle, mais détruisent également la confiance et le respect nécessaires pour des relations saines et réciproques. En d'autres termes, l'empathie et le soutien sont des parties importantes de notre société, mais elles ne devraient pas être utilisées par des personnes qui ne veulent pas assumer la responsabilité de leurs actions. Nous devons parler aux personnes qui adoptent le rôle de la persona victime avec discernement, fournir un soutien qui pousse les gens à être responsables au lieu de leur permettre de l'éviter. En faisant cela, nous respectons les idéaux stoïciens de responsabilité personnelle et de respect mutuel, créant une communauté où la confiance est gagnée grâce à une interaction authentique et une croissance partagée. Rejoignez la conversation dans les commentaires ci-dessous en nous disant quel type de personnes vous traitez et comment vous les gérez. Numéro 8. La personne qui manque d'empathie. Nos relations avec les autres sont constituées de fils d'empathie et de compréhension. L'empathie nous permet de nous connecter profondément avec les autres, de partager leurs joies et leurs peines, et de construire une communauté basée sur la compassion et beaucoup de respect. Lorsque nous rencontrons des gens qui n'ont pas d'empathie, nous remarquons une dissonance dans l'harmonie de la connexion humaine, une absence qui ralentit la croissance d'une bonne communauté. Les philosophes stoïciens, qui accordent beaucoup de valeur à des traits tels que la sagesse, le courage, la justice et la tempérance, savaient que l'empathie était une partie importante de la vie bonne. Par exemple, Marc Aelias, un philosophe stoïcien, a dit que l'empathie est ce qui blesse le plus les autres. La ruche blesse l'abeille. Cette déclaration profonde souligne l'interconnexion de nos vies et l'importance de l'empathie pour assurer le bien-être de notre ruche humaine collective. Un individu manquant d'empathie voit le monde à travers un prisme étroit, concentré uniquement sur ses besoins et expériences, ignorant les paysages émotionnels des autres. Une telle personne, détachée des joies et des luttes de ses semblables, échoue à contribuer au tissu d'une communauté solidaire et compréhensive. Leur absence d'empathie les isole non seulement, mais diminue également la capacité collective de compassion et d'expérience humaine partagée. Ainsi, il devient clair que ceux qui manquent d'empathie, incapables de sortir d'eux-mêmes pour comprendre et partager les sentiments des autres, ne méritent pas notre confiance ni notre respect. La confiance se construit sur la compréhension et le respect est cultivé à travers des valeurs partagées et un égard mutuel, des qualités fondamentalement absentes chez ceux qui sont dépourvus d'empathie. En conclusion, embrassons l'appel stoïcien à cultiver l'empathie, à étendre notre compréhension et notre compassion au-delà de nous-mêmes, et à contribuer à une communauté où la confiance, le respect et la vertu prospèrent. En faisant cela, nous honorons non seulement les principes stoïciens, mais nous nourrissons également un monde
où chaque individu est vu, entendu et apprécié, créant une tapisserie d'expériences humaines riche de compréhension et de respect mutuel. L'empathie, ou la capacité de comprendre et de partager les sentiments d'une autre personne, est une partie essentielle de bien s'entendre avec les autres et de se faire des amis, mais ce trait n'est pas présent chez tout le monde au même degré. Certaines personnes ont du mal à comprendre comment se sentent les autres, ce qui peut rendre les relations et les conversations difficiles. Comprendre la personne qui n'a pas d'empathie est important pour bien s'entendre avec elle et établir des relations plus saines. Manque de conscience émotionnelle. Les personnes qui n'ont pas d'empathie ont souvent du mal à reconnaître ou à comprendre comment se sentent les autres. Il peut être difficile pour elles de comprendre comment quelqu'un se sent à travers les expressions faciales, le langage corporel ou les indices vocaux. Lorsque cela se produit, elles peuvent ne pas sembler se soucier ou comprendre comment se sentent les autres, combien il est difficile de s'entendre avec les autres. L'empathie est une partie clé de la formation et du maintien des relations. Si quelqu'un ne peut pas s'y rapporter, il peut être difficile pour lui de se connecter émotionnellement avec les autres. À la fois la personne qui manque d'empathie et les personnes autour d'elle peuvent se sentir seules ou seules à cause de cela. Problème de communication. L'empathie est importante pour une bonne communication car elle aide les gens à voir les choses du point de vue de l'autre personne et à réagir de la bonne manière. Les personnes qui n'ont pas d'empathie peuvent avoir du mal à parler aux autres, d'une manière qui touche. Elles peuvent sembler froides, désintéressées ou même impolies, ce qui pourrait entraîner des tensions ou des conflits lors des rencontres. Empathie cognitive contre empathie effective. Il est important de faire la différence entre l'empathie cognitive et l'empathie effective. L'empathie cognitive signifie comprendre intellectuellement le point de vue d'une autre personne. L'empathie effective signifie partager et ressentir les émotions d'une autre personne. Certaines personnes peuvent être douées pour l'empathie cognitive, mais pas si bonnes en empathie émotionnelle, tandis que d'autres peuvent avoir du mal avec les deux. Causes et solutions possibles. Ne pas avoir d'empathie peut être causé par de nombreuses choses, telles que la génétique, l'éducation ou des conditions neurologiques, comme le trouble du spectre autistique. Il peut être difficile de changer le niveau naturel d'empathie de quelqu'un, mais la thérapie, la formation aux compétences sociales et les techniques de pleine conscience peuvent aider les gens à devenir plus empathiques et à améliorer leurs relations avec les autres. Pour comprendre quelqu'un qui n'a pas d'empathie, vous devez avoir de l'empathie vous-même. Nous pouvons nous connecter et les comprendre mieux si nous les traitons avec patience, gentillesse et un désir de voir les choses de leur point de vue. Numéro 9. Ceux qui jugent. Que pensez-vous lorsque vous entendez le mot jugement? Sous sa forme la plus simple, le jugement est une opinion ou une conclusion sur quelqu'un ou quelque chose. Mais en ce qui concerne le comportement humain, être jugeant signifie faire une évaluation rapide, souvent négative, des autres sans comprendre pleinement leur situation ou leur caractère. Sarah, qui est fière de son œil perspicace, voit la tenue simple de Peter lors d'un rassemblement communautaire et décide tout de suite qu'il manque de sophistication et de goût. Elle le dit à haute voix, assez fort pour que des murmures commencent, ce qui donne une mauvaise image de Peter et rebute les gens qui pensent que son jugement est injuste. Pourquoi alors, pourriez-vous demander, les gens qui jugent rapidement ne méritent-ils pas notre respect ou notre confiance? La stupidité vient de la compréhension, pas du jugement. En surface, cela signifie que chaque personne, avec son propre ensemble de problèmes et d'expériences, mérite notre compréhension, pas notre jugement. Épicure, un philosophe stoïcien, a dit que nous avons 2 oreilles et une bouche pour que nous puissions écouter 2 fois plus que nous ne parlons. Cela montre à quel point il est important d'écouter et de comprendre avant de former une opinion. Sarah ne suit pas ce conseil car elle juge les autres en conséquence de leur manque de perspicacité, ce qui est nécessaire pour gagner la confiance et le respect. Leurs décisions ne conduisent pas à la croissance ou à la compréhension. Elles répandent plutôt la négativité et la division. Il est normal d'avoir des opinions. Le stoïcisme nous dit de faire attention,
d'avoir de l'empathie et de vraiment comprendre à quel point les gens sont compliqués. Les personnes qui jugent rapidement devraient rester à l'écart de ces idéaux car elles nuisent à la confiance et au respect. Essayons de vivre selon les principes stoïciens de sagesse, de justice, de courage et de modération, aidant à construire une communauté où les gens peuvent se comprendre et se soucier les uns des autres, triompher de la critique et du désaccord. Celui qui marche avec les sages grandit sage, semble être une règle qui nous aide à trouver une bonne compagnie alors que nous examinons les personnes qui pourraient ne pas mériter notre confiance et notre respect, des jaloux aux indifférents. En passant par les critiques constants aux flatteurs factices, nous trouvons non seulement des gens à éviter, mais aussi des gens qui reflètent nos propres choix et actions. Le stoïcisme ne nous dit pas seulement de rester à l'écart de certaines personnes, il nous dit également de trouver celles qui nous aident à grandir en vertu et en paix. Lors du choix d'amis, de partenaires ou de collègues, suivons le conseil stoïcien de nous entourer de personnes qui nous incitent à être nos meilleurs moi, qui partagent notre engagement envers la vertu et qui nous aident à vivre une vie heureuse et paisible. Souvenez-vous du conseil de Marcus Aurelius. La compagnie d'hommes justes et vertueux est meilleure que la richesse et un grand domaine. Ainsi, alors que nous avançons, choisissons nos compagnons avec sagesse, car ils façonnent notre chemin vers une vie vertueuse et épanouissante.